Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce premier talk de la journée qui fait suite à la première conférence sur le faut-il avoir peur du grand méchant growth. Pour ce rendez-vous, on a le plaisir de donner la parole à Gözde Kakmaz, qui est responsable de la growth dans la startup Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, qui s'illustre notamment par une approche particulièrement constructive, puisque vous l'avez tous peut-être déjà remarqué, la startup se positionne presque comme un média. Je vous rappelle que vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions dans le chat dédié à Gözde, qui pourra vous répondre en live. Et désormais, je vous laisse entre ses mains au sujet de au-delà de l'acquisition et de l'outbound. À toi la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie d'échanger avec vous ce matin. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau pendant la conversation, ça m'évitera de monologuer pendant toute notre session. Alors, allons-y. Voilà, alors qui je suis, quelques petites infos sur qui je suis, pourquoi je viens vous parler aujourd'hui. J'ai et ça va être le fil de l'eau de notre conversation aujourd'hui. J'ai un content en background qui est très, très fort. Vous connaissez peut-être une autre startup pour laquelle j'ai travaillé qui s'appelait PeopleDoc, qui s'appelait PeopleDoc et qui maintenant s'appelle UKG, et je l'ai rejoint en tant que First Content Marketer à l'époque. Donc ça a vraiment marqué tout mon parcours. Une deuxième chose à savoir et qui a marqué mon parcours et qui me donne des insights clairs que je vous partagerai au cours de ma présentation, c'est qu'au cours de ma carrière, j'ai vécu à peu près tous les stades de développement d'une entreprise. Donc évidemment les levées, mais aussi des acquisitions, des fusions, de nombreux rebrandings. Ça m'a donné des insights assez clairs sur la manière d'adapter le growth aux différentes étapes de développement d'une entreprise. Depuis 2022, donc c'est quand même très récent, j'ai démarré l'année avec cette aventure-là. J'ai rejoint les rangs de Welcome to the Jungle en tant que Head of Growth. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Welcome to the Jungle, c'est une entreprise, c'est une startup qui se donne pour mission de rendre les entreprises plus attractives en faisant rayonner leur marque employeur et en leur permettant d'offrir une expérience de recrutement fluide aux candidats comme aux recruteurs. Et donc on a et un job board et un média. Et dans mon équipe aujourd'hui, on a une parité exemplaire, donc je suis ravie de le dire. Et pourquoi je fais ce petit passage aujourd'hui, c'est parce que donc dans l'audience, je ne sais pas combien de participants ont une équipe growth dans leur entreprise ou alors travaillent en tant que growth dans leur entreprise. Mais vous le savez sans doute, il y a encore beaucoup de préjugés vis-à-vis du growth. Souvent qu'on flirte avec la légalité, notamment dans la gestion de la database, qu'il faut absolument des profils tech pour pouvoir réussir, ou en tout cas grandir, se développer dans le domaine du growth. Puis c'est un milieu qui est aussi réputé comme étant très masculin. Et donc, au cours de ma présentation, moi, j'espère aussi pouvoir casser les nombreux préjugés qu'on a à propos du growth. Hop. J'ai pas une idée encore très claire du niveau de connaissance du growth de votre groupe dans l'audience, donc je vais partager quand même une définition qui est très claire, parce qu'encore une fois, il y a souvent beaucoup de flou et de préjugés vis-à-vis de ce qu'on peut appeler le growth aujourd'hui. Et là-dessus, il y a une définition que je trouve très claire, qui est rédigée par Yann Leonardi et Romain Saillant, qui ont édité et qui ont publié un livre dernièrement et que je trouve hyper clair, donc je vous le conseille si vous êtes au début de votre réflexion sur la possibilité d'intégrer une équipe growth dans votre organisation. Et donc, qu'est-ce qu'ils en disent? C'est que le growth marketing, c'est avant tout une discipline qui vise à comprendre la mécanique de croissance afin de l'optimiser. Elle se fonde sur la vision globale de l'expérience que vous proposez et l'analyse et l'expérimentation et d'itération à chaque étape du parcours. Donc, en creux, ce qu'on se pose comme question, c'est comment on engage davantage ses clients ou ses utilisateurs pour construire un moteur de croissance durable qui s'auto-alimente. Mais le durable est extrêmement important. Et donc, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que s'il y a des principes universels sur la discipline du growth, leur application est vraiment différente en fonction du stage de développement de votre organisation et que comme toute stratégie, la plus performante, c'est celle qui s'adapte à son environnement. Donc, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette
et d'organisation toute construite qui va fonctionner partout. En revanche, celle qui fonctionne le mieux, c'est celle qui s'appuie sur l'étape du développement de votre entreprise et du coup les challenges que vous allez développer. Et en revanche, ce qui est un peu plus universel, c'est qu'en fonction de chaque étape de développement, ce que j'ai pu voir au cours de mon parcours professionnel, on retrouve souvent les mêmes challenges pour les équipes grosses. Et donc, je vais vous montrer au cours de la présentation comment j'ai structuré mon équipe et pour quelles raisons. Voilà, donc en preview, avant même la fin, le dernier point que je vous partagerai, c'est ma conviction, c'est qu'au-delà de la data, du stack, de l'automation, une bonne stratégie long terme en growth, elle s'appuie sur une stratégie content qui est ambitieuse. Et donc, je vous partagerai un exemple de campagne qu'on a pu mener. J'espère qu'on aura la chance d'échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Okay. En bref, je viens vous partager mon expérience en toute transparence. J'ai rien à vous vendre, mais je serais ravie d'avoir vos retours et peut-être vos questions si vous êtes dans une réflexion de structuration d'équipe growth. Voilà. Hop. Alors ici, c'est le fameux, on vous l'a peut-être déjà présenté ce matin, vous allez sans doute le revoir beaucoup, c'est le fameux template, les pirates métriques, donc AARR. Pourquoi il est important? C'est un classique, mais pourquoi il est important? C'est parce que souvent, il est mal interprété, ou en tout cas interprété avec un biais, dans le sens où moi, quand je le partage ou quand on en parle avec d'autres collègues du growth, je repère des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément très alignée. La première, c'est que souvent, on sort ce template-là et puis on me dit bah, toutes les entreprises doivent l'utiliser de la même manière. Donc, c'est-à-dire qu'on doit, quelle que soit l'étape de développement de l'entreprise, on doit le traiter. On doit traiter l'acquisition, l'activation, la rétention, le referral et le revenu de la même manière. Alors, évidemment, ça n'a pas du tout de sens. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail derrière. Le deuxième, c'est que ce n'est pas un funnel, même si le dessin pourrait laisser penser que ça pourrait ressembler à un funnel. C'est pas du tout un funnel, ni une base pour concevoir des campagnes. C'est pas non plus une base pour définir et pour choisir les premiers rôles dans son équipe. C'est-à-dire que c'est pas une règle, on va avoir une personne en acquisition, une personne en activation, une personne en rétention, etc. La manière dont je m'en sers au quotidien, et c'est la manière dont moi je le trouve le plus utile, ce modèle, parce qu'il est toujours très utile, c'est que ce sont des points d'attention prioritaires à adresser dans l'élaboration de cette stratégie. Voilà. Pardon. Mauvaise manip. Et donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager. En fonction de 3 grands stages qu'on peut voir, qu'on peut résumer aujourd'hui dans les entreprises, dans toutes les entreprises. Donc le seed, le stage du seed, l'étape de l'expansion et puis l'étape de la maturité. Les challenges pour guider et mener au succès une équipe de growth sont très différents et les risques aussi. Mais c'est important de les garder en tête pour bien concevoir une stratégie solide, en fait, qui va tenir la route. En commençant par les sites, donc c'est les entreprises qui doivent avant tout travailler leur proof of concept, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore suffisamment de clients, voire 0 client. Ils ont quelque chose à vendre et ils sont ravis, et ils sont pleins d'enthousiasme, ils ont beaucoup de choses à faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en général, une équipe growth, quand elle se retrouve dans cette situation-là, et souvent en binôme avec un sales, c'est que déjà, il n'y a pas encore de clients. Donc, le premier focus, et peut-être le seul focus, c'est la database. Donc, comment on construit une database et comment on l'active. Mais avant tout, même, comment on construit une database. En deuxième et en troisième point, c'est qu'il n'y a pas d'argent, puisqu'il n'y a pas de clients, et il n'y a pas de notoriété du tout. Donc vraiment, l'enjeu, c'est comment on arrive à générer une base, et en tout cas des contacts à qui parler, pour ensuite les convertir. Le risque évident, c'est qu'il faut trouver des clients ou mourir en tant qu'entreprise. Mais comment ça se passe concrètement du côté du growth? C'est là où on peut voir des bonnes pratiques, évidemment, mais les mauvaises pratiques, c'est-à-dire les risques,
c'est des séquences qui sont uniquement tournées vers la conversion. J'ai une anecdote à ce sujet, enfin j'en ai plusieurs. Ça m'arrive régulièrement de parler à des collègues de différentes structures, et on m'a partagé à plusieurs reprises pour relecture des séquences. Des séquences d'emails sur des emails qui ont été générés suite à des lead magnets proposés sur LinkedIn. Vous connaissez sans doute la tactique. Et ce qui m'a surpris et ce que j'ai partagé, c'est que ces emails avaient avant tout pour but d'obtenir de la performance sur l'email même, au-delà de penser à ce qui va se passer dans la suite du funnel, à savoir la conversion de lead à client. Comment ça se concrétise? Il y avait par exemple beaucoup d'objets d'email qui étaient amenés à créer soit de la surprise, soit quasiment une fausse information pour pousser à l'ouverture de l'email, et ensuite passer beaucoup de temps à essayer de convertir la personne qu'on avait en face. Le problème avec ça, c'est que oui, vous allez certainement avoir des taux d'ouverture de vos emails qui sont intéressants. Vous allez pouvoir monter peut-être à du 50-60% si vous ciblez bien, et puis si vous avez des titres, des objets d'email qui sont intéressants. Le problème, c'est que vous allez impacter durablement la marque qui n'est même pas encore vraiment bien positionnée. Donc vous allez entacher votre réputation avant même d'avoir obtenu vos premiers clients, puisque vous allez déjà offrir du contenu qui sera déceptif à leur attention. Donc quand je dis séquences without backbone, ça veut dire des séquences sans colonne vertébrale, c'est-à-dire des séquences qui ont pour but unique de convertir sans apporter de la valeur à votre audience et sans penser à l'étape suivante du funnel, c'est-à-dire la conversation avec un commercial. Dans cette conversation, je pense plutôt à des sujets B2B. Désolée pour les B2C qui seraient présents dans cette audience, mais on peut l'appliquer tout de même de la même manière, c'est-à-dire pousser à la conversion, surpromettre sur un produit pour ensuite ne pas délivrer suffisamment lorsque les leads seront devenus clients. En deuxième partie, donc la catégorie expansion, donc là, a priori, ça veut dire que vous avez déjà validé votre concept. Maintenant, il faut vraiment valider. Vous avez obtenu vos premiers clients, donc c'est déjà une super étape. Et c'est vraiment très difficile. Donc, c'est une belle première étape et félicitations à vous. Et là, l'enjeu, ça va être de garder ces clients. Et donc, de vraiment travailler sur la proof of value. Donc, on passe du concept à la value. Et l'enjeu, ça va être de s'assurer qu'on est capable de répliquer les premiers succès qu'on a eus dans son organisation. De les répliquer soit sur un même segment, soit d'expérimenter sur des segments supplémentaires. C'est-à-dire que si un produit ou un service rencontre son succès et sa communauté de clients sur une audience, mettons sur un segment, c'est souvent le cas plutôt de petites entreprises, on va tenter d'approcher le segment mid tel qu'il est défini dans votre organisation. Donc vraiment, tout l'enjeu, ça va être de faire grandir, de s'approprier les premières recettes de succès et puis de les faire grandir. C'est aussi une époque, en général, le moment dans le stade de développement de votre entreprise où peut-être vous allez splitter l'ownership avec les sales. En tout début d'organisation, donc sur des stages seed, vraiment vous travaillez main dans la main, potentiellement dans la même organisation. Il est probable qu'à ce moment-là de maturité de l'organisation, vous allez séparer les ownerships et ce qui va vous permettre de monter en gamme en termes de sophistication. Ça va être le moment où vous allez certainement vous poser la question, mais en fait, on parle de quoi au-delà du produit? C'est quoi notre mission, mais sur quel sujet on a envie de se positionner? Qu'est-ce qui fait que sur quel sujet on a envie d'être reconnu au sein de l'écosystème? Et puis enfin, c'est une époque où vous allez faire l'état des lieux de votre stack et vous allez vous dire: ah tiens, c'est vrai que mon budget tools est assez conséquent. Mais d'ailleurs, est-ce que j'utilise tous mes tools? Et c'est là-dessus que vous avez c'est sur ces points-là que vous avez des gros risques. Et d'une manière générale, je dirais qu'en expansion, le challenge des équipes growth, ça va être avant tout le focus. C'est-à-dire recentrer son stack,
faire un état des lieux et puis s'assurer qu'il n'y a pas d'overlap, qu'il n'y a pas en termes de couverture fonctionnelle, il n'y a pas 5 produits qui font la même chose. Non seulement c'est une perte d'argent, c'est une perte de temps parce qu'il faut gérer les différents tools, mais il y a aussi un énorme risque de perte d'efficacité puisque les automations gérées par différents tools peuvent faire en sorte que les données s'écrasent les unes avec les autres et du coup, vos équipes sales risquent de ne pas être particulièrement contentes. Donc, c'est des risques à prendre vraiment sérieusement en compte. L'enjeu, avant tout, c'est de se dire très bien. On a grandi très vite et c'était un peu le bazar dans la période cible, mais c'était normal parce que votre enjeu, avant tout, c'était la survie, c'était de trouver votre première communauté de clients. Maintenant, votre enjeu, ça va être de sécuriser ce que vous avez déjà obtenu et de commencer de manière stratégique, de manière réfléchie, à aller approcher des nouveaux segments ou des nouveaux axes de développement. Mais vous n'allez pas pouvoir le faire si votre stack est un bazar. Donc, l'enjeu, ça va être de travailler sur ces deux domaines en même temps. Et puis enfin, sur la phase de maturité, là, pour moi, il y a l'important à prouver ici, c'est la proof of relevance. C'est-à-dire que vous avez votre communauté de clients, elle grandit, vous arrivez à les garder et vous continuez à chercher des nouveaux clients. Mais la proof of relevance, c'est de continuer à prouver à vos clients, mais surtout à l'écosystème, que vous êtes toujours les meilleurs sur le marché, que vous êtes toujours en avance et capable de délivrer et d'innover sur votre produit, tout aussi bien que les nouveaux acteurs qui arrivent sur votre marché. Et donc là, le risque, le challenge que vous rencontrez au quotidien, c'est que vous avez une équipe qui est sans doute déjà très bien structurée à ce moment-là. Vous avez aussi un split ownership qui est fait avec le marketing. Potentiellement, vous êtes rattaché au marketing, potentiellement au sales, potentiellement à une team revenu. Mais vous avez aussi des ownerships à vraiment définir avec la team service, donc qui s'occupe des clients, de la communauté de clients que vous avez, avec la team marketing, avec la team tech. C'est aussi une période fast parce que ça vous permet de monter en sophistication dans toutes vos approches avec la team business, en général, donc d'acquisition et de account management. En général, c'est à cette étape-là aussi où vous êtes capable de vraiment aller en profondeur sur les stratégies de tiers, que vous êtes capable d'aller en profondeur sur les stratégies d'ABM. Donc, c'est vraiment hyper intéressant comme phase. Mais il faut garder en tête que les enjeux d'organisation interne dans une entreprise à ce moment-là ne doivent absolument pas vous détourner de tous vos challenges d'acquisition et de rétention de vos clients. Et c'est là-dessus qu'il faut être capable de toujours pouvoir garder une balance. En tout cas, c'est mon expérience. Dites-moi en commentaire si ça résonne un peu pour vous. Et je vais passer à la suite, c'est-à-dire comment nous, on a fait chez Welcome to the Jungle. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis arrivée chez Welcome to the Jungle en début d'année. Il y avait 2 personnes dans l'équipe. Aujourd'hui, on a plus que triplé. Et notre mission, elle s'appuie autant sur des volets B2B que sur B2C, mais pas exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'on doit aller continuer de développer notre communauté de nouveaux clients et de garder avec nous ceux qui le sont déjà. Donc ça, évidemment. Mais il s'agit aussi, je vous disais plutôt qu'on avait un média, d'aller chercher et de développer notre communauté de candidats qu'on considère comme nos clients, mais ils utilisent un produit gratuit chez nous, pour eux. Et donc, c'est 2 typologies de clients différents qu'il faut faire grandir. Et si vous vous souvenez du modèle que je vous ai montré juste avant, nous, on se situe vraiment entre la phase d'expansion et la phase de maturité. Donc, on a différents challenges en termes d'organisation, mais aussi différents challenges en termes d'acquisition et de développement de l'activité. Donc, quel est notre périmètre et quelles sont nos missions aujourd'hui au quotidien? C'est évidemment le trafic. Du trafic qualifié, autant pour aller chercher de nouveaux clients que pour aller développer du trafic, de fidéliser notre communauté de candidats. Parce que c'est évidemment au cœur de notre offre. On veut continuer de convaincre, on en est très sûr, mais on veut continuer de convaincre l'ensemble de l'écosystème de notre expertise sur notre sujet de cœur. Et puis,
là, le gros enjeu, c'est de nous assurer que l'on est capable d'étendre l'influence de Welcome to the Jungle dans notre écosystème, c'est-à-dire comment on travaille de plus en plus avec des collègues sur lesquels il n'y a pas d'overlap fonctionnel, c'est-à-dire d'overlap produit, mais avec lesquels on est persuadé d'avoir une histoire à raconter, de la valeur à apporter à notre audience, soit notre audience B2B, c'est-à-dire des candidats potentiels, des clients potentiels, soit notre audience B2C, à savoir des candidats. Comment on continue de prouver notre valeur au quotidien. L'équipe, la manière dont j'ai structuré, donc là voici, hop, je ne la vois pas moi-même. Donc il y a 4 pôles aujourd'hui que j'ai structurés. Donc comme vous le voyez, on est très différent, on est très loin là du modèle de pirate. Je ne me suis pas inspirée de ça pour construire mon équipe. En revanche, ce qui était important pour moi, c'était de répondre au challenge de mon équipe, au challenge de Welcome to the Jungle aujourd'hui. Donc je l'ai organisé en 4 pôles: inbound, trafic acquisition, opération et communities. Le premier pôle, c'est inbound. Donc, l'enjeu clé ici, il est vraiment sur le B2B. Il va être de soutenir et de produire les campagnes de contenu à destination de notre audience B2B, qu'elle soit cliente ou non. Donc, ça va vraiment être notre moteur, notre usine à contenu et surtout d'activation. On a aujourd'hui une belle base, une base fidèle, une base engagée de clients. Et puis le challenge, comme pour beaucoup d'équipes growth aussi, c'est de passer d'une première étape, c'est-à-dire d'une base qui est engagée sur du contenu, et de faire en sorte qu'elle s'engage aussi, c'est-à-dire qu'elle montre un intérêt plus fort sur ce que nous avons à lui proposer et à lui vendre. Pour le trafic, donc là, on a 2 pôles, un organic paid de manière assez classique. Et là-dessus, on travaille tant sur des audiences B2B que sur des audiences B2C. Le pôle opération a pour ambition de faciliter le travail des autres pôles à travers un CRM à la fois B2B, à la fois candidat, qui soit solide et qui nous permette d'apporter de la valeur à toutes nos audiences. Et donc, le pôle CRM, le pôle opération est là pour faciliter la tâche. Et l'outbound est là pour vraiment s'assurer qu'on peut détecter le plus en amont possible des projets de marque employeur, des projets de recrutement dans notre écosystème pour aller leur parler quand ils sont prêts. Et le pôle communities, lié au community management, c'est un pôle qui a pour but d'aller travailler l'expansion d'une entreprise. L'expansion, soit à travers ses audiences clés, parce qu'elles ont un potentiel de referral, parce qu'elles ont un potentiel de réputation, soit parce qu'elles ont un potentiel aussi derrière de business. Les partenaires, par exemple, ont cette double casquette, puisqu'on travaille avec des partenaires resellers, donc qui revendent nos outils, mais on travaille aussi avec des partenaires en co-marketing avec lesquels on co-construit des campagnes qu'on offre qu'on distribue à notre audience. Des questions jusque-là? Bon, je vais continuer. Ça, c'est un exemple de campagne sur lequel je m'appuie évidemment sur le funnel pirate, mais c'est pas comment dire? J'ai pas suivi cette logique puisque, dans les faits, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on va pouvoir travailler plutôt de l'acquisition, plutôt de l'activation, du referral de revenus, et cetera. Mais ce qui est important de noter aussi, c'est que pour assurer le succès de ces campagnes-là, il va vous falloir collaborer avec de nombreuses équipes. Et c'est souvent, un biais ou peut-être, une erreur qu'on retrouve assez vite, dans les équipes growth, qui est qu'elles vont avoir tendance à travailler en circuit fermé dans leurs organisations. Là, l'enjeu, c'est vraiment de maximiser l'impact de vos campagnes en vous assurant des partenariats de qualité en interne, mais aussi en externe. Donc, vous voyez ici qu'il faudra travailler avec la brand, en tout cas les personnes en charge de la brand, mais
évidemment les sales, c'est évident, je mets à toutes les étapes. On peut aller chercher des audiences, des partenaires en dehors de l'organisation, notamment via du co-marketing. La team product marketing sera clé pour vous donner de la matière dans les emails d'activation pour passer de la fameuse phase du learn au try, donc c'est-à-dire je suis prêt, je montre un intérêt pour mon projet. Et puis évidemment pour le stage, pour la partie où la communauté est déjà cliente, il faudra travailler main dans la main avec le account management et la team product marketing pour continuer de travailler la fidélisation sur le produit et l'upsell. Mais ce que j'ai mis de cette très belle couleur en bas de ma slide, c'est que tout ça doit être nourri par le contenu. Et c'est un point sur lequel vraiment j'insiste. Quand on me demande assez régulièrement sur quel profil je miserais pour démarrer une équipe growth si j'avais quasiment pas de moyens ou très peu, c'était mon premier poste, c'est-à-dire lorsque vous arrivez dans une équipe, on vous donne un budget pour un headcount, lequel vous privilégierez. Très longtemps, j'ai répondu moi-même à un profil qui a une casquette ou un background tech qui sera capable d'aller développer une database, d'aller mettre en place des automatisations qui soient performantes pour faciliter le travail des sales derrière. Mais aujourd'hui, on a de nombreux outils simples d'utilisation et qui sont en parallèle très puissants. En revanche, ce qui manque dans une équipe très souvent, c'est le contenu. C'est-à-dire, c'est une vraie compétence et c'est comment on traduit une mission de boîte en contenu qui soit intéressant, qui apporte de la valeur à son audience. Une séquence aussi bien conçue qu'elle soit ne pourra pas apporter de la valeur sans ce contenu-là. J'enfonce une porte ouverte, mais pour autant, c'est souvent ignoré parmi de nombreuses équipes. Voilà. Hop. Et donc, pour les clés du succès et ce qui fait que ça fonctionne bien aujourd'hui, dans les facteurs qui font que ça fonctionne particulièrement bien aujourd'hui pour l'équipe growth, chez Welcome to the Jungle, c'est qu'on approche et on a pour ambition de s'approcher au plus près des enjeux qui sont liés à notre étape de développement. On a une attention très rigoureuse qui est portée à notre stack, c'est-à-dire qu'on réévalue notre stack tous les quarters. On développe et on apporte énormément d'attention, autant d'attention au stack qu'au contenu, parce que le point clé pour nous, c'est de continuer d'apporter quelque chose à notre audience, quelle qu'elle soit. Et puis, enfin, la dernière clé, et c'est un conseil non sollicité que je vous donne, c'est de développer vos partenariats en interne, donc avec les différentes équipes, mais aussi de développer un maximum votre empreinte dans votre écosystème. Voilà. Il me reste 3 minutes, 3-4 minutes, il me semble. Donc, si vous avez des questions, je suis prête à y répondre. J'espère que ça a répondu à vos questions, à vos questionnements si vous en aviez. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on m'en reparle ensuite. Florent n'est plus là. Bon. Mais est-ce que toi, tu as des questions? Très bien. Et ça montre Hop là. bon, c'est un petit manque de maturité, mais ça montre Ouais. dans tout. Est-ce qu'il y a des questions? Elles ont envie de campagne, elles ont envie de sujet, Bon, bah écoutez, parfait. Merci pour cette conférence, Gueusé. Je vois qu'il n'y a pas eu trop de retours dans le chat, donc on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine session à 10h, à 10h50. Hop là, pardon. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous.
Merci, au revoir.